Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Face au déclin, inventer une nouvelle voie. Chapitre 1. Le déclin, du mythe à la réalité. Cela fait de nombreuses années que le thème du déclin est apparu, mais faute de l'avoir endigué à temps, nous vivons désormais pleinement dedans. Il n'y a qu'à regarder la quantité de livres et de films sortis récemment sur ce sujet. Si le déclin ne touche pas seulement la France mais d'autres puissances occidentales, cela ne doit ni nous rassurer ni nous inciter résignés. Tant sur le plan comptable que sur le plan humain, la France est en déclin. Elle subit une lente mais irrésistible déliquescence dans tous les domaines. L'État, les collectivités locales et la sécurité sociale s'enfoncent dans un endettement massif, et les structures industrielles du pays deviennent chaque année moins productives que celles des autres. La croissance française est atone depuis le début de la décennie 2000, et notre pays connaît un chômage endémique dont il ne parvient pas à s'extirper. Pire, de plus en plus de Français quittent notre pays pour entreprendre à l'étranger ou pour y investir. De très nombreux jeunes, aussitôt diplômés, quittent la France pour trouver un premier emploi. La France est devenue un pays dont les forces vives émigrent, une terre qui se vide de son sang. Sur le plan intérieur, la France est divisée selon des appartenances sociales, géographiques, religieuses et ethniques. La violence explose partout, de plus en plus crûment, et nous assistons aujourd'hui sur notre territoire à un retour de la barbarie. Toutes les structures traditionnelles de l'État paraissent de plus en plus défaillantes malgré la bonne volonté de ses serviteurs. L'éducation nationale, la justice, la police et jusqu'à notre armée. Nous vivons la fin d'un système qui parvenait à se maintenir tant bien que mal, naviguant au fil de l'eau et des tempêtes de l'économie mondiale. Contrairement aux déclinologues, nous pensons qu'il ne peut y avoir de réponse que politique à la situation présente. Or, les Français ne croient plus dans la politique. Ils ne croient personne capable de redresser le pays, ni à gauche, ni à droite. Ce constat est cruel et nourrit la perte de confiance généralisée dans l'avenir de notre pays. Constat. Plus qu'une crise, nous vivons un changement profond de modèle. Selon un sondage de septembre 2013, seul 1% des Français pensent que la crise est finie et que la situation est meilleure aujourd'hui qu'il y a quelques années. Il est d'usage de pourfendre le pessimisme des Français, mais malheureusement c'est à leur lucidité qu'il faut ici rendre hommage. Ils ont le sentiment justifié que cette fois c'est différent, que l'on ne surmontera pas les difficultés avec les remèdes habituels, que le problème est bien plus profond. Si le mot crise a été utilisé à tort et à travers ces dernières années, il faut distinguer les crises épisodiques et celles qui sont bien plus durables. Car plus qu'une crise, nous vivons un changement de modèle, une mutation irréversible des sociétés du fait de la mondialisation. La crise qui s'est manifestée aux yeux de tous en 2008 à la suite de l'éclatement d'une bulle financière sur des prêts hypothécaires, subprime aux États-Unis, puis par effet de contagion aux autres pays, a en réalité commencé bien plus tôt. Le contexte économique qui a amené cette situation de bulle financière qui éclata en 2007 était déjà bien dégradé. Ce sont des politiques monétaires expansives censées maquiller la situation qui ont permis la formation de bulles spéculatives amenant le crash de 2008. Les fondamentaux de l'économie des États-Unis et de l'Europe étaient déjà bien détériorés depuis plusieurs années. Le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz situe même la dégradation de l'économie américaine à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Au lieu d'absorber les chocs négatifs induits par les attentats, l'administration américaine s'est lancée dans une fuite en avant en empruntant beaucoup et vite pour relancer la croissance. En réalité, les États-Unis comme l'Europe connaissent une période de déclin depuis la fin des années 1990, dont le traitement a sans cesse été reporté, ce qui les place maintenant au pied du mur. Si le vocable de crise a pu convenir en 2008 ou en 2009, il n'est plus approprié. Une crise est un passage tumultueux au sein d'un système qui demeure. Nous ne sommes plus dans cette situation puisque nous ne retrouverons jamais le système précédent. Tout a changé depuis. La mondialisation a renversé le sens des échanges, modifié les produits et services en circulation, établi une nouvelle hiérarchie des zones mondiales de prospérité. La mondialisation n'est pas seulement celle des biens, des services ou des capitaux, elle est également celle des hommes,
elles déplacent les zones de forte croissance en fonction du coût de la main-d'œuvre. Ainsi déclinent les vieux pays industriels qui ont vécu sur leurs acquis, au premier rang desquels la France. La réalité implacable, c'est que nos atouts stratégiques moins TGV, automobiles, aviation moins datent de la fin des années 1970 et continuent à perdre des places sur le marché mondial. Ils datent même d'il y a plusieurs siècles pour certains, comme dans le secteur du tourisme drainé par des réalisations du XIXe siècle tel le Paris haussmannien, ou du XVIIe tel le château de Versailles. Au XXe siècle, on pensait que les innombrables améliorations des conditions matérielles permettraient une amélioration continue de la vie. Le prolongement de l'espérance de vie accompagnait le progrès technique et la démocratisation de nouveaux équipements moins voitures, appareils électroménagers moins et de nouveaux usages, moins vacances et tourisme moins pour quasiment toutes les couches sociales. La contestation socialiste de la société de consommation promettait encore le grand soir, l'appropriation du grand capital par le prolétariat grâce à un État justicier et redistributeur. Petit à petit, cette utopie s'est heurtée à la réalité des conditions de vie dans les pays de l'Est, et d'un socialisme français qui vidait les caisses et les tiroirs de l'État pour honorer son programme. En 1983, le tournant de la rigueur fit passer les dirigeants socialistes à l'heure du réel. Depuis, les responsables politiques auraient dû se réinventer, mais ils ont préféré dresser des perspectives de croissance dépassées pour des pays qui dans le même temps étaient déstructurés par la mondialisation. Les cadres nationaux volaient en éclats, le système d'État-nation se faisait dépasser par une construction européenne comprise par quelques initiés. Au même moment, l'autorité disparaissait de nos institutions et de notre société, l'insécurité prenait son envol et les délocalisations se multipliaient. Tandis qu'autrefois, les hommes étaient engagés dans un métier de longue durée, le chômage peut désormais frapper n'importe qui n'importe quand. L'État aurait dû protéger. Il n'a fait que prélever tout ce qui produisait de la richesse, pour la redistribuer. Cette méthode a échoué. Ce système a implosé car les raisons de redistribuer et de prélever devenaient pour l'État de plus en plus nombreuses et importantes, confirmant les études des économistes du public choice, tandis que la croissance s'amenuisait. Au fur et à mesure, la médiatisation de la politique a construit un politiquement correct, qui a instauré un décalage total entre les nécessités politiques et les sujets traités. La pression de ceux qui avaient voix au chapitre médiatique s'est faite plus forte que la pression causée par la situation de la France. Aucune refonte sérieuse de l'université, de l'école, du marché du travail, de l'État, de l'immigration ou de la justice sans blocage homérique et sans que nos responsables ne reculent. Toutes les réponses apportées aux difficultés se sont résumées à une fuite en avant généralisée. Aujourd'hui, l'État dépense trop, n'économise pas assez et s'endette pour payer la différence. Et si la croissance n'est pas au rendez-vous, on emprunte davantage. La France ne respecte pas les engagements nécessaires au fonctionnement économique de l'Union européenne. On explique que c'est la faute de Bruxelles. L'économie française ne fonctionne plus. On explique que l'Allemagne devrait davantage investir son épargne en France. Chaque problème produit son excuse sophistiquée. Pendant ce temps, les capitaux fuient la France, les intelligences fuient la France, la croissance fuit la France, l'emploi fuit la France. La situation particulière de la France se révèle lorsque l'on se compare. La crise est terminée dans de très nombreux pays. Plusieurs zones ont su tourner la page et s'adapter à la nouvelle donne mondiale. Elles ont retrouvé la croissance et la foi dans l'avenir. La France continue son décrochage tandis que d'autres pays affrontent le présent avec force et le futur avec envie. Autrement dit, la France mérite sa situation du fait des politiques appliquées par ses responsables. Nous ne pouvons continuer plus longtemps cette fuite en avant et refuser de dresser un nouveau destin collectif. Cette fuite en avant impacte directement notre génération, qui ne veut plus subir toutes les conséquences des mauvaises politiques menées ces 30 dernières années. Nous ne souhaitons pas vivre dans une France appauvrie, faible, divisée et instable. Il ne s'agit donc pas de sortir de la crise, mais de réinventer un modèle. Génération et migration. Une récente étude a mis en exergue un phénomène que chacun observe depuis plusieurs années, l'émigration des jeunes Français et notamment des jeunes diplômés. Ainsi, selon un sondage IFOP Deloitte de 2013,
27% des jeunes interrogés envisagent de partir à l'étranger pour réussir leur vie. Ce chiffre n'était en 2012 que de 13%. En l'espace d'un an seulement, le nombre de jeunes Français souhaitant quitter la France a doublé, sans compter tous ceux qui ont déjà quitté la France et ne sont par définition plus là pour répondre. 27%, c'est en parallèle aussi le taux de chômage actuel chez les jeunes Français. Et comment ne pas rapprocher ces deux chiffres ? En effet, parmi les raisons qui poussent les jeunes à quitter la France, on trouve évidemment la plus grande facilité à trouver un emploi à l'étranger, une meilleure rémunération, mais aussi des loyers moins chers, la création d'entreprises encouragées, la fuite d'un climat morose, de contraintes administratives et fiscales encore trop importantes. Les jeunes ne croient plus en la capacité de la France à leur offrir un avenir meilleur. Ils ne l'estiment pas capable de sortir de la crise et de se redresser. L'émigration est très préoccupante pour la France car, au-delà de tout ce qu'elle dénote de l'abaissement du pays, elle marque le départ de jeunes diplômés très qualifiés qui pourraient insuffler une dynamique positive, source importante de croissance pour le pays. L'émigration représente un immense gâchis de nos filières d'enseignement d'excellence. La France a financé des formations très coûteuses à des jeunes qui contribuent finalement à la croissance d'autres pays. Dans une économie de la connaissance où ce sont les salariés les plus qualifiés qui contribuent le plus à la création de richesses d'un pays, cet exode des cerveaux a un impact désastreux sur la productivité de notre économie. Tous les économistes s'accordent à dire que l'émigration constitue un manque à gagner énorme en termes de création d'emplois, de création de richesses, de croissance et de rentrée fiscale. C'est d'ailleurs un des effets pernicieux de la hausse de la fiscalité, qui fait fuir ceux qui auraient le plus contribué aux impôts, s'il leur avait été permis de créer de la richesse dans leur pays. Pendant des décennies, des Européens, des Africains ou des Asiatiques venaient s'installer pour vivre mieux en France. Cette fois, ce sont les Français qui quittent la France pour un ailleurs où ils pourront mieux vivre. La France vacille et perd un attribut d'une grande puissance mondiale, le pouvoir d'attraction. Dans l'ivresse de ses discours de candidat, François Hollande s'était exclamé qu'il voulait réenchanter le rêve français. Or, le nombre de jeunes qui souhaitent s'envoler vers d'autres horizons a plus que doublé en seulement un an. Un mouvement inexorable. Le gouvernement actuel a bien compris que ces solutions pour redonner confiance aux jeunes n'étaient pas suffisantes, parce qu'il constate l'échec des emplois d'avenir qui sont tout sauf de l'avenir mais qui surtout ne trouvent pas preneurs, parce qu'il sait que l'Allemagne a réussi à résorber le fléau du chômage des jeunes en misant sur la solution efficace de l'apprentissage, mais il a préféré supprimer les crédits liés à cette solution pour favoriser les emplois d'avenir. À la France d'ouvrir les yeux si elle ne veut pas atteindre le taux de chômage des jeunes en Espagne, 57%, ou au Portugal, 42%. Cette prise de conscience lui permettrait de créer les conditions pour que ces jeunes ne quittent pas massivement le pays de leur naissance. Sans doute nos élites ne prennent-elles pas la mesure de l'ampleur de ce phénomène, mais aucun pays qui se vide de ses forces vives, de ses forces de travail les plus énergiques et de ses entrepreneurs ne pourra connaître un meilleur futur. L'émigration doit être stoppée au plus vite et il nous faut d'urgence réfléchir à une grande politique économique qui seule permettra le retour de nos talents. C'est à la nouvelle droite de faire émerger dans l'opposition des propositions pour que tous les jeunes, et notamment les plus diplômés, retrouvent en France les conditions d'un épanouissement personnel et professionnel. C'est à la droite d'inciter les jeunes à innover, à entreprendre, à créer les conditions de leur avenir. Sans cela, l'ambition collective sera anéantie et l'ambition individuelle décidera de prendre un billet d'avion sans retour. Les raisons du déclin. Ces faux principes qui guident la France, l'idéologie dominante est responsable du déclin. L'esprit dominant assujettit les autres à son tribunal, et la plupart du temps à ses erreurs. Vauvenargues. Depuis 1968, les générations ont appris à respirer, à penser, à analyser, à contester, à se mouvoir dans des cadres mentaux balisés par la gauche. Ces codes obstruent le réel. Denis Tillinac. À la lecture de ces sentences, force est de constater qu'il devient rare de trouver des hommes politiques qui parviennent à penser et faire passer leur message sans tenter de séduire les faiseurs d'opinion, en se libérant de leurs contraintes. Ce fut l'une des forces de Nicolas Sarkozy entre 2003 et 2007, mais son affranchissement lui fut fatal.
Il en récolta les fruits amers lorsqu'en 2012 il fit face à une presse franchement hostile. L'une des figures imposées de ce circus mediaticus est de promouvoir, d'ériger en modèle des jeunes rebelles, révolutionnaires, quelle ne soit la profondeur de leurs revendications. Or, nous pensons au contraire que la jeunesse aujourd'hui doit poursuivre un autre but. Elle doit cesser de contester mécaniquement une société soi-disant figée, mais plutôt devenir la génération qui reconstruit une société en lambeaux. La réalité c'est que notre génération est à la croisée des chemins, et a deux alternatives. Soit elle continue à être ce qu'on attend d'elle, des révolutionnaires aux petits bras, qui continuent à vivre et subir encore plus durement le déclin. Soit elle sort de cette figure imposée et décide de se concentrer pour créer, redresser son pays et redonner un sens au mot français. Pour accompagner cette nouvelle posture, la droite doit proposer un destin collectif pour l'épanouissement de chacun et la pérennité des valeurs républicaines. Elle doit inciter aux aventures individuelles et à l'ambition collective pour permettre à la France de se réinsérer dans l'histoire, dont elle décroche de plus en plus violemment. Combattre et abattre les dogmes de la gauche, ce minoritarisme qui masque les problèmes structurels. Abattre les dogmes de la pensée érigés depuis des années, est une tâche immense tant l'idéologie dominante a infusé les esprits, et tant elle est relayée efficacement par certains journalistes militants. Depuis les années 1980, la gauche a créé une nouvelle idéologie, nous l'avons appelée le minoritarisme. Après la lutte des ouvriers contre les propriétaires et les entreprises, la gauche a voulu élargir sa base électorale et n'a pas hésité à monter en épingle des oppositions plutôt qu'à chercher des consensus. Ainsi, elle a suscité la lutte des immigrés contre ceux qui ne le sont pas, elle a contribué à une opposition plus dure entre certains homosexuels et certains hétérosexuels, elle a fait des hommes les ennemis potentiels des femmes en mettant ces dernières en position de victimes permanentes, elle a convaincu les jeunes que leur combat principal était contre leurs aînés, elle a créé des générations qui détestent par essence l'ordre public et ses représentants. Elle a créé le culte des différences, qui infuse toute une société qui aurait pourtant bien besoin d'unité. Le minoritarisme hystérise notre vie politique. La multiplication des associations de défense pour toutes les catégories de la population est provoquée par cette idéologie. Elle en est la conséquence implacable. Chaque parcelle du pays, chaque groupe lié par un élément de différence se sent menacé, persuadé que l'ennemi est partout dans son propre pays. Cette multiplication des minoritarismes doit d'ailleurs être comparée à la création assumée des communautés aux États-Unis. Contrairement à ce que l'on pense, le melting pot ne provient pas de la création des communautés mais plutôt de l'attachement fort à une histoire et un drapeau commun. La multiplication des communautés a plutôt favorisé l'entre-soi et la création de puissants lobbies pour chaque groupe. D'ailleurs, les minoritaristes français devraient assumer le fait que leur modèle mène au règne des lobbies, à l'équilibre qui naît des combats entre les différents groupes de pression. Ils devraient d'ailleurs assumer tout le concept et aller au bout de leur logique en acceptant que l'État ne s'immisce dans la société et dans l'économie, le plaçant en simple arbitre des lobbies. Nous toucherions alors un point sensible. Il ne serait plus réellement socialiste. En réalité, la gauche veut les deux, des minorités entretenues et un État qui se charge de cet entretien. Un cocktail explosif pour l'unité du pays. Cette tactique n'a rien d'un fantasme. Elle a été théorisée par le fameux think tank Terra Nova dans une note tristement célèbre qui recommandait la création d'une nouvelle majorité électorale sur la base de toutes les minorités. Le problème c'est que pour parvenir à ses fins, la gauche a réussi à imprimer ses idées dans l'opinion. Il s'agit peut-être d'une minorité mais certains soi-disant journalistes, n'ayant rien à voir avec les journalistes authentiques, se sont mis au service de cette idéologie. Ils n'hésitent pas à modeler le monde à leur façon, en influant habilement sur les consciences. Ils n'ont aucun compte à rendre à quiconque, aucun décompte de leur temps de parole, et surtout peuvent se draper de bons sentiments. Grâce à eux, la gauche a réussi son tour de passe-passe dans l'opinion dominante. Il n'y a pas d'autre progrès que celui de ces idées, de la théorie du genre au droit de vote des étrangers. Ainsi, la présence régulière de Clémentine Autain sur les plateaux de télévision est bien curieuse. Présentée au grand public comme une journaliste et donc indépendante,
Elle est en réalité toujours une militante communiste et féministe n'hésitant pas à assumer la défense de ce qu'elle appelle un nouveau précariat qui est exactement le fruit de l'idéologie minoritariste. Pourtant et malgré toute cette stratégie, les dogmes de gauche semblent perdre de leur influence dans l'opinion, mais il reste des montagnes à abattre avant de parvenir à des débats vrais, sans écrasante bien-pensance. Ces montagnes, nous devons les abattre pour que les hommes et les femmes de notre pays retrouvent leur liberté de penser et d'agir. SOS Racisme, ou la machine à manipuler les masses. Ce qu'a produit cette idéologie mais aussi sa machine la plus redoutable, c'est SOS Racisme. Symbole de la pensée unique, cette organisation agrège des influenceurs moins, communicants, militants associatifs, syndicalistes, collaborateurs ministériels, journalistes moins certains sincères dans leur engagement, manipulés, et d'autres plus cyniques, manipulateurs. Sous couvert d'un thème qui fait l'unanimité, c'est bien de manipulation de masse qu'il s'agit. Pour ceux qui l'ignorent encore, la création de SOS Racisme fut décidée dans le bureau de François Mitterrand à l'Élysée, peu de temps avant sa campagne de 1988, dans le but de capter des voix dans l'électorat jeune. À l'origine de l'aventure des inconnus d'alors, Julien Drey, aujourd'hui vice-président de la région Île-de-France, Malek Bouti, aujourd'hui député socialiste, Harlem Désir, aujourd'hui premier secrétaire du Parti socialiste, ou encore François Hollande, actuel président socialiste de la République. Ils ne correspondent pas vraiment au profil de militants associatifs non politisés. Ont donc officié dans cet appareil de propagande massive l'actuel premier secrétaire du Parti socialiste et l'actuel président de la République. L'appareil a fait ses preuves, une véritable pépinière. Le tout avec l'impôt des contribuables français, et avec la bienveillance de dirigeants de gauche, mais aussi de droite, qui n'osaient pas se mesurer à ce rouleau compresseur médiatique. C'est créer une police de la pensée guidée par une vision gauchisante, où l'antiracisme est la première des vertus, où toute discussion sur la culture, l'histoire de France, l'immigration, l'identité, peut être soupçonnée, suspectée, accusée à tort de racisme pour y mettre un terme définitif avec la bienveillance de la machine médiatique. C'est le tribunal moderne des consciences, utile à une élite de socialistes qui s'en sert pour mettre au pas tous ceux qui pourraient nuire à ses intérêts. L'un des aspects les plus néfastes de cette mascarade de lutte, c'est qu'elle a obstrué tous les autres débats publics. Le débat sur l'immigration est réduit à une opposition entre des gentils de gauche qui promeuvent l'immigration et des méchants de droite qui la refuseraient par racisme ou peur de l'autre. Pire, sur le plan de la lutte contre le chômage, la pensée unique antiraciste a fait des ravages. Si des descendants d'immigrés réussissent moins bien que les autres, c'est parce qu'ils sont victimes de discrimination, voilà la seule explication autorisée. Vouloir s'interroger sur les causes des difficultés pour les affronter, ce serait refuser de lutter contre les discriminations et donc approuver le racisme. Si cette pauvre dialectique a bien fonctionné, elle ne résiste pas à l'examen des faits. Ce sont les barrières du marché du travail, imposées par idéologie, qui empêchent nos chômeurs de retrouver un emploi. Si les discriminations existent, elles ne pourront jamais expliquer l'intégralité de l'échec de nos politiques d'emploi. Finalement, SOS Racisme a instauré une pensée à effet unique. Rien de ce qui ressemble à la France d'avant ne doit être toléré. Une sorte d'accusation permanente de tout ce qui ne fait pas l'apologie de l'immigration incontrôlée. Comment ne pas souscrire à cette vision de Philippe Muret ? L'époque qui commence s'équilibre décidément entre adoration et persécution, ou entre ferveur et criminalisation. Aux délices que procurent les emballements les plus fougueux, se joignent les plaisirs de la traque et les joies du harcèlement. Il ne suffit pas d'aimer. Encore faut-il que soient montrés du doigt ceux qui auraient le malheur de ne pas aimer dans la même direction. Le militantisme ne saurait se développer sans ennemis à haïr, et sans que le motif de ce militantisme ne soit présenté sous l'éclairage du culte le plus prospère de notre époque, celui de la victime. Rien ne sert de s'emballer pour quelque chose ou pour quelqu'un si l'on ne se donne au passage la faculté de persécuter ceux qui ne seraient pas tout à fait dans les mêmes dispositions. Casser la prison mentale dans laquelle la gauche a enfermé le pays. La bien-pensance utilisée par la gauche a fait et continue à faire d'énormes dégâts dans nos décisions politiques, même si elle ne repose pas sur une vision très profonde. Elle est bricolée, faite de prêts à penser, de prêts à s'émouvoir et à s'indigner.
La gauche a perdu ses lettres de noblesse et bien que des hommes politiques se revendiquent de gauche, aucune doctrine ne l'est plus réellement. Certes, il y a des anarchistes, des féministes, des militants LGBT, des tiers-mondistes. Toutefois, plus de traces d'une gauche des ouvriers, des modestes, des faibles, d'une gauche qui pouvait promouvoir un Mauroy ou un Bérégovoy. La gauche n'est plus que l'agrégat d'un défilé aux slogans élimés moins « non à la casse du service public »,« non à la précarisation »,« ma profession en colère », moins qui oublie que les réformes servent bien souvent aux plus exclus du système social. Ne demandez pas à cette gauche de s'émouvoir des millions de chômeurs, provoqués par l'excès de taxes sur le travail. Ne leur demandez pas non plus de s'intéresser au suicide de chômeurs devant Pôle emploi ou d'enseignants en zone sensible, qui s'immolent. Non, ce n'est pas intéressant. Cette gauche, son sacrifice ultime réside dans la marche pour un otage, mais elle n'arrive plus à s'émouvoir de la barbarie quotidienne dans son propre pays. Ne lui demandez pas de s'émouvoir pour un acte barbare dans sa ville. Elle risquerait de se droitiser ou pire, de stigmatiser, d'amalgamer, de discriminer. Cela ne correspond pas à son engagement, cela n'entre pas dans sa grille d'indignation. Cela demanderait un traitement qui risquerait d'être sécuritaire, libéral, donc forcément odieux. Il préfère se battre pour une diversité à tous les étages plutôt que pour le clochard au coin de sa rue. C'est son côté citoyen du monde. Ses membres se rêvent en héros, en résistants, en révolutionnaires. Ils ne sont en réalité que des inconscients naïfs. La prison mentale qu'ils souhaitent imposer vient d'ailleurs de se charger d'un nouveau barreau, l'une des idées les plus hallucinantes que les socialistes et leurs alliés tentent de mettre en avant, la fameuse théorie du genre. Bien loin d'être un fantasme, c'est une réalité qui émane des travaux d'universitaires comme Judith Butler. C'est une théorie promue par le fils de François Hollande au sein du think tank Different dont il est un des piliers. Elle consiste à nier purement et simplement les enseignements de la science, tout rapport entre le biologique et l'être humain. Ce n'est rien d'autre qu'un obscurantisme moderne. C'est cette bêtise que la gauche, relayée par quelques associations minoritaristes, souhaite désormais élever au rang de principe enseigné dans les écoles et dans les tribunaux de la République. Elle atteint son paroxysme lorsque sous couvert d'égalité homme-femme des expériences d'éducation sont guidées par une négation des différences sexuelles jusque dans les jeux des enfants et dans leur habillement. Les soutiens de cette théorie font d'ailleurs preuve d'un cynisme incroyable lorsqu'ils nient l'existence même d'une telle théorie. Elle serait l'invention d'une minorité religieuse rétrograde. Bien au-delà de cette caricature, cette manipulation est l'illustration d'une réalité. La vision du progrès par la gauche n'est pas la nôtre car elle n'est ni dans la tradition française ni dans la tradition républicaine. Comment tolérer au nom du progrès l'émergence de programmes politiques tournés autour de la théorie du queer et portés par le fils du président de la République ? Dans ce naufrage politique et idéologique, dans cette prison mentale installée par la gauche pour ne plus s'occuper des souffrances de nos concitoyens, la droite doit tout reconstruire. Elle doit refonder son logiciel idéologique en s'appuyant sur des fondamentaux nouveaux et extrêmement solides. Lutter contre la fausse modernité, la tâche des modernes. Beaucoup de nos aînés de droite, pour grappiller des points dans les sondages, acceptent les expressions toutes faites. C'est moderne ou vivre avec son temps, sont les meilleurs exemples d'expression d'une vacuité trop inquiétante, trop répandue. Quel temps ? Celui dans lequel toutes les envies individuelles doivent être acceptées et érigées en modèle d'une société qui se délite. Le rôle des responsables politiques, et a fortiori ceux qui aspirent aux plus hautes charges, est au contraire de maintenir un ordre qui permette des avancées. Tant de forces ont été gaspillées pour des causes largement secondaires, empêchant les responsables politiques de s'occuper de l'essentiel. Ainsi, tout le temps consacré à la loi appelée insidieusement mariage pour tous, et les débats, les déchirements engendrés, sont l'illustration de ces débats intéressants mais secondaires qui paralysent notre pays et l'empêchent d'avancer. Il eût pourtant été facile de contenter tout le monde en accordant un autre type d'union, avec les mêmes droits et la possibilité de la célébrer en mairie, et d'avancer sur des sujets bien plus importants pour notre pays. Quelle tristesse que certains à droite aient cru faire bonne figure auprès de l'opinion dominante en s'associant à cette loi. Ainsi, nous ne devons pas hésiter à dénoncer les nombreuses barrières qui sont érigées en évidence par l'idéologie bien-pensante alors qu'elles ne reposent sur aucun fondement, et parasitent le bon fonctionnement de la vie politique française.
Parmi celles-ci, la loi portant sur le non-cumul des mandats est une véritable aberration. Pour satisfaire le ras-le-bol compréhensible des Français qui jugent négativement leurs hommes politiques, les socialistes et certains jeunes élus de droite soutiennent qu'il est forcément mauvais qu'un responsable politique puisse exercer à la fois un mandat national et un mandat local. Premièrement, dans une démocratie, si des électeurs jugent souhaitable que leur maire les représente à l'Assemblée nationale, personne ne doit pouvoir se substituer à eux. Lorsque l'on croit dans les vertus de la démocratie, on y croit jusqu'au bout. Ensuite, l'exercice d'un mandat national de député ou de sénateur sans mandat local aura des effets très négatifs sur la représentativité, puisque les grands élus de notre pays ne seront plus confrontés aux réalités quotidiennes, sans oublier les innombrables jeux politiciens qui s'ensuivront pour savoir qui occupera la place du grand élu soucieux de ne pas être menacé par un dauphin, et les nombreuses divisions que cela engendrera au sein des élus d'un même parti. Enfin, pour conclure sur ce sujet, rappelons que ce n'est pas à un défaut de quantité de personnalités politiques que notre pays fait face aujourd'hui, mais bien plutôt à un défaut de qualité. Et lorsque l'on possède des personnalités politiques de haut niveau, il est idiot de s'en priver au nom d'une certaine modernité. Le même raisonnement peut s'appliquer à la parité, quitte à choquer les chantres d'un modernisme péremptoire. S'il est normal d'essayer de permettre à davantage de femmes de participer à la vie politique, l'application d'une égalité strictement arithmétique n'a plus de justification réelle. Nos députés aînés de l'UMP, pour faire moderne, ont cru bon de durcir la loi sur la parité de candidats à présenter aux élections. Ils ont non seulement instauré des pénalités pour les partis qui ne la respecteraient pas, mais les ont même alourdies. Or, à la fin du mandat, ces mêmes députés UMP ont chacun cru bon de ne pas respecter la loi qu'ils avaient eux-mêmes votée et ont rempilé pour un nouveau mandat. Résultat, l'UMP a été très lourdement condamnée financièrement et se trouve toujours dans une situation plus que délicate. Mais ce n'est pas tout. Le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la République, qui a présenté des candidats partout en France lors des dernières élections, autre aberration du système électoral qui incite les partis à présenter partout des candidats pour bénéficier de subventions électorales plus importantes, a quant à lui été condamné à verser une amende pour avoir présenté trop de femmes candidates. Il serait plus sage de laisser le bon sens remplacer les idéologies, et de laisser une plus grande liberté aux partis de s'organiser comme il se doit selon les situations locales. Qui peut croire que dans chaque parti, chaque ville, chaque canton et chaque circonscription, il existe une stricte égalité de nombre entre les hommes et les femmes engagés pour leurs convictions? Cela pose d'ailleurs de vrais problèmes dans les constitutions des listes et particulièrement pour les petites communes. Et d'ailleurs, au nom de quoi un parti qui compterait 70% de femmes devrait-il voir 70% de ses élus être des femmes? Nous pourrions assurer un minimum d'un tiers des candidats de chaque sexe, mais nous devrions plutôt concilier l'objectif d'égalité avec le principe de réalité en proposant la proportionnalité. Sortir des pièges idéologiques du Front national et des socialistes. Les responsables de la droite républicaine entretiennent un profond complexe vis-à-vis du Front national. Dans chacun de leurs discours, ils se sentent obligés de souligner qu'ils ne veulent pas faire alliance avec le Front national, et qu'il ne faut pas chasser sur les terres du Front national. Il y a dans cette attitude une sorte d'excuse d'être de droite, comme si cela était suspect, comme s'il était normal de considérer que la droite veut naturellement faire alliance avec l'extrême droite. Devons-nous rappeler que lors des dernières élections partielles, partout où le FN et l'UMP se sont affrontés au second tour, les électeurs PS, sous la passivité coupable de leurs responsables, ont voté pour le Front national, que le PS qui fait déjà alliance avec l'extrême gauche a donc aussi fait alliance avec le Front national, pour battre le seul parti de gouvernement en France qui n'a jamais fait alliance avec des extrémistes? Le Front national n'existe dans les médias que lorsque les socialistes français poussent à l'extrême leur idéologie, quand ils promeuvent le communautarisme et l'immigration irrégulée pour obtenir toujours plus d'électeurs. Qu'ils n'oublient pas néanmoins que leur stratégie ne marche pas, et qu'ils se souviennent de 2002. Les nouveaux arrivants sont peut-être reconnaissants dans l'immédiat aux socialistes d'avoir promu leur arrivée, mais ils ne sont pas dupes de la manœuvre. C'est d'ailleurs tout le drame du socialisme qui s'abat sur les immigrés d'origine modeste. Dès que l'un d'entre eux commence à s'en sortir,
il devient de moins en moins perméable au socialisme. Ainsi, pour leurs besoins électoraux, tous les efforts que les socialistes pourraient réaliser se retourneraient contre eux car ils ne voteraient plus à gauche. C'est d'ailleurs pour cela que les socialistes souhaitent toujours davantage de nouveaux immigrés, afin d'élargir une base de votants qui s'amenuise avec le temps, et leur proposition sur le droit de vote des étrangers n'a pas d'autre but que celui-ci. Prenons le cas d'un jeune immigré qui réussirait à s'intégrer parfaitement et à prendre l'ascenseur social offert gracieusement par l'école et l'université de la République. Ayant progressé, ces demandes correspondraient très exactement à un système économique plus libéral, une politique de sécurité plus forte, une justice moins laxiste et une école plus exigeante, autrement dit, tout ce que propose la droite et rien de ce que propose la gauche. Voilà pourquoi la gauche ne veut pas que les immigrés puissent s'en sortir. CQFD. Mais au-delà de la question simplement sociale, il y a encore plus cynique comme calcul politicien des socialistes, la question communautariste. Nous avons expliqué comment la gauche dans les années 80 avait fabriqué de toutes pièces SOS racisme dans un objectif purement électoral. Quand dans les années 90, la simple question du racisme ne suffisait plus, il fallait aller encore plus loin. Il fallait trouver un nouvel artifice pour éviter de réussir l'intégration, et éviter que la droite ne récupère ses électeurs désormais conscients de la duperie socialiste. La clé, le communautarisme. L'exemple récent d'un rapport sur l'intégration qui propose de revoir l'histoire de France et d'abroger la loi sur le voile en est une illustration cruelle. Voilà la gauche, qui se revendique des Lumières, contre l'obscurantisme religieux et pour la laïcité, contre l'ancienne mainmise de l'Église sur l'État, qui défend désormais des pratiques contraires à tous nos principes républicains. En laissant s'installer le communautarisme, les socialistes savent pourtant très bien que ces immigrés ne seront pas en mesure de s'intégrer pleinement à la société française. Tant pis pour eux, tant mieux pour les socialistes qui s'érigent alors en défenseurs des minorités. Et puis si dans le même temps ceux qui se sont déjà éloignés d'eux, les ouvriers, les fonctionnaires, votent maintenant pour le Front National en réaction à un communautarisme odieux, la gauche fait coup double en divisant ses adversaires. Voilà comment les socialistes parviennent au pouvoir, et y restent dans de nombreux endroits. Voilà la clé de leurs victoires électorales. La preuve la plus éclatante en est la présence de drapeaux étrangers, lors de l'élection de François Hollande à la Bastille. Mais l'envers du décor est tragique. C'est une France qui s'appauvrit, une société complètement fracturée et devenue hyper violente. Dénoncer les attaques politiciennes de la gauche pour saboter le pays, mais garder le pouvoir. Si François Hollande a de nombreux défauts et de nombreuses faiblesses, et nous ne nous priverons d'ailleurs pas de les souligner jusqu'à ce qu'il quitte l'Élysée en 2017, force est de lui reconnaître de grands talents politiciens qui ont fait de lui l'actuel président de la République. Certes, il a bénéficié d'un concours de circonstances inédit et très favorable avec le déclenchement de la crise de 2008 au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, et avec le retrait subi de Dominique Strauss-Kahn de la course à la primaire PS. Cependant, il fut l'un des premiers à... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.